mots. Alors, bienvenue donc au quatrième séminaire. On est le 22 décembre 2023. Je crois que c'est notre dernier séminaire de l'année. Je vous souhaite des bonnes fêtes pour à venir après ce séminaire. Bon, alors, le mot que je cherche, political organizing en anglais, le travail de mobilisation, le travail d'organisation d'un mouvement, le travail de créer un mouvement, de penser un mouvement, de travailler avec les autres, de trouver un moyen d'agir ensemble. La militance ou le militantisme, euh, apprendre le militantisme, les stratégies et les actions publiques et politiques plutôt. L'autobiographie de Angela Davis est vraiment une leçon intensive dans la stratégie et la mobilisation et ce travail de mouvement, dans l'organisation politique, dans la manière d'amener les gens à agir collectivement en fonction de leurs croyances politiques, de leurs croyances en justice. S'il y a une chose à retenir de son travail et de son autobiographie, c'est l'importance non seulement de faire de la philosophie, mais aussi de s'organiser politiquement, d'apprendre à faire la militance. Angela Davis elle-même ne pouvait pas se contenter de faire de la philosophie critique sans engagement politique. Lorsqu'elle a décidé de retourner aux États-Unis pour étudier la philosophie avec Herbert Marcuse, qui à l'époque enseignait à l'Université de Californie à San Diego, elle l'a dit explicitement. Hein, elle ne pouvait pas rester à Francfort parce qu'elle avait besoin de s'immerger dans les mouvements, de faire de la pratique en même temps que de théoriser. Elle se sentait trop éloignée du mouvement de libération aux États-Unis qui commençait à émerger avec les Black Panthers, avec les émeutes urbaines aux États-Unis. Et bien qu'elle ait participé à des actions directes à Francfort, en Allemagne, elle se sentait rappelée aux États-Unis parce que pour elle, pour étudier la philosophie, pour penser, pour théoriser, elle avait besoin d'être engagée dans la praxis. Alors, il y a un passage clé dans l'autobiographie de Angela Davis qui se trouve à la page 145 du texte en anglais. C'est là où elle évoque sa décision de rentrer de Francfort à San Diego. À l'époque, c'est vraiment quand les mouvements de libération aux États-Unis sont en train d'éclater. Il y a des incendies à Watts, en Californie, et vraiment, il y a la naissance du militantisme Black Power. Pendant son séjour à Francfort, elle a lu les articles sur la création du Black Panther Party for Self-Defense, qui était un des deux partis qui s'appelait le Black Panther Party. Et sur l'entrée de ce groupe dans le Parlement californien à Sacramento avec des armes pour se défendre, comme vous vous rappelez peut-être. Et en lisant tout ça, elle s'est sentie frustrée de ne pas en faire partie. Elle était bien sûr partagée entre rester pour ses études doctorales avec Adorno à Francfort ou bien retourner aux États-Unis pour s'impliquer directement dans la lutte. Et elle écrit à la page 145, Adorno avait volontiers accepté de diriger mon travail sur une thèse de doctorat, mais je sentais qu'il me serait impossible de rester plus longtemps en Allemagne. 2 ans me suffisaient. J'ai pris donc rendez-vous avec Adorno à l'Institut et lui ai expliqué que je devais rentrer chez moi. Dans ma correspondance avec Marcuse, il avait déjà accepté de travailler avec moi à l'Université de Californie à San Diego, où il avait accepté un poste après avoir été pratiquement chassé de Brandeis University pour des raisons politiques. Je voulais poursuivre mon travail universitaire,
mais je savais que je ne pourrais pas le faire si je n'étais pas impliqué politiquement. La lutte était une force vitale, notre seul espoir de survie. J'ai pris ma décision, le voyage commençait. Alors, ce petit passage est vraiment essentiel, il me semble. C'est le moment clé de cette autobiographie. Enfin, il y a je vous ai recommandé de la lire, cette autobiographie. Elle est absolument remarquable. Alors, vraiment, elle est écrite en 1974, quand elle a encore 28 ans, Angela Davis. Elle vient de sortir de cet épisode de fugitivité, de procès, etc., très jeune encore, philosophe et militante. Et c'est un texte remarquable. Mais ce passage, il me semble, est assez clé, particulièrement pour vous et pour moi. Parce que ce qu'elle dit, Angela Davis, c'est qu'elle ne pouvait pas poursuivre son travail critique si elle n'était pas impliquée politiquement. Alors bien sûr, dans ce texte et dans l'entretien que je vous ai proposé, qui est en ligne, aussi bien que dans son texte sur Marcuse, il y a d'autres moments clés qui révèlent cette même nécessité de faire de la philosophie et la pratique en même temps. Lorsque Angela Davis se voit confier la responsabilité de Liberation School, ça s'appelait, l'école de libération, enfin, dans le cadre, elle faisait partie, comme vous savez, elle a fait partie de plusieurs différents groupes. À cette époque-là, elle était à Los Angeles, elle faisait partie de ce qui s'appelait the Student Nonviolent Coordinating Committee. En anglais, ça s'appelle SNCC. C'était le grand mouvement des jeunes pour les droits civiques, qui était principalement sur la côte Est. Enfin, les headquarters étaient sur la côte Est, mais elle ouvre un chapitre avec d'autres de SNCC à Los Angeles pour la côte Ouest. Elle le fait, enfin, on verra, elle le fait en partie parce que elle ne se sentait pas confortable encore ni dans le Parti communiste entièrement, ni dans le Black Panther Party. Elle y viendra, mais à cette époque-là, elle voulait essayer elle avait besoin d'essayer de faire quelque chose de différent. Et, et, euh, et elle faisait partie du Black Panther Political Party, qui était un autre groupe différent du Black Panther Party qu'on connaît très bien. C'était un petit groupe, le Black Panther Political Party, mais ils ont eu des conflits euh, avec l'autre groupe qui voulait qu'ils cèdent le nom Black Panthers. Et donc, ils ont commencé, elle a commencé à participer, a commencé à créer le SNCC à Los Angeles. Et donc, et là, elle travaillait avec Franklin Alexander, qui était lui-même communiste, membre du parti. Elle était aussi elle s'impliquait aussi dans le Che Lumumba Club, qui était un club du Parti communiste américain. Mais de toute façon, quand elle était au SNCC, elle se fait responsable de l'école de libération, Liberation School. Et, et alors là, elle décide de donner des cours. Euh, elle est elle-même à l'époque donc doctorante et des cours sur, entre autres choses, comment mobiliser, comment faire la mobilisation, l'organisation politique. Pour elle, l'un des sujets les plus importants à enseigner dans le cadre de l'école de libération, dans le cadre donc d'une praxis philosophique critique, est la manière de faire de la militance. Les cours qu'Angela Davis donnait donc comprenaient de ces mots des cours sur les sujets tels que le développement actuel du mouvement afro-américain, les mouvements de libération dans le tiers-monde et particulièrement les compétences en matière de militance collective. Bien sûr, elle ajoute dans ses cours, elle implique les idées marxistes auxquelles le siège du SNCC s'opposait fermement. Encore un autre moment où on voit vraiment cette nécessité de pas seulement s'engager,
mais d'étudier comment faire la militance. Autre moment, l'autobiographie elle-même décrit principalement les formes d'organisation, de militance dans lesquelles elle a été impliquée, toutes les façons dont l'activisme politique et l'organisation ont fonctionné, ont déraillé, ont parfois réussi, ont aussi explosé. Son autobiographie est un manuel de l'histoire de la militance et pour la militance. Et sa vie même à Angela Davis est un exemple de cette histoire et de cette réalité de la militance, encore aujourd'hui. On le voit très bien dans le livre Abolition Feminism Now, dont on parlera. Alors, il est clair que nous avons assisté à travers sa vie, à travers la vie de Angela Davis, à une transformation substantielle de sa politique. Elle a commencé plutôt communiste révolutionnaire Black Panther et elle est devenue aujourd'hui, je dirais plutôt féministe, socialiste, abolitionniste. Mais tout au long de son histoire et de ses transformations, sa théorisation a été intimement liée à sa pratique. Elle s'impliquait déjà à Francfort, elle était amie avec et participait au mouvement du SDS, des étudiants des étudiants dont nous avons étudié quelques années le travail de Hans-Jürgen Kroll. J'ajouterai ça dans les ressources qui faisaient partie du SDS. Donc, on a déjà étudié ça. Elle en faisait partie. Elle était engagée dans l'action directe avec eux. Elle vivait avec eux, avec les étudiants. Elle pratiquait précisément le type de pratique critique qu'elle allait développer plus intensément à son retour aux États-Unis. Et à cet égard, ces conversations avec Adorno et séparément avec Marcuse sont particulièrement intéressantes pour nous. Le contraste ne pouvait pas être plus grand. Elle le raconte dans son essai L'héritage de Marcuse, que j'ai mis en ligne, que vous avez, c'est ses réflexions sur son travail avec Marcuse. Elle explique que lors de l'une de ses dernières rencontres avec Adorno, au cours de laquelle elle explique à Adorno qu'elle doit rentrer aux États-Unis pour faire ce travail engagé, mais pour mettre ensemble sa philosophie et sa pratique, Adorno lui répond, elle écrit, il a suggéré que mon désir de travailler directement dans les mouvements radicaux de cette période était comparable à celui d'un chercheur en études des médias qui déciderait de devenir technicien de la radio. Donc c'était une vraie condamnation de ces efforts et de mettre ça un peu au ridicule, n'est-ce pas, par Adorno. Par contre, avec Marcuse, elle a vraiment retrouvé quelqu'un qui essayait de sa propre manière et sans vraiment s'impliquer dans les mouvements de la manière que Angela Davis le ferait, mais quelqu'un qui essayait de penser avec les mouvements, travailler avec les mouvements, etc. Marcuse, par exemple, soutient les étudiants qui sont en révolte à cette époque-là. Aussi, en l'été 1967, il se rend à Londres, et Angela Davis aussi, pour une conférence intitulée Congrès de la dialectique de la libération, Congrès de la dialectique de la libération, sur le thème de cette question de la dialectique de la libération, organisée
cette conférence-là par des psychiatres, anglais, britanniques, David Cooper, R.D. Laing, qui sont bien connus pour leur position anti-psychiatrique. Il y a Marcuse ainsi que Stokely Carmichael, qui était un des grands pourparleurs des Black Panthers, qui y interviennent. Et Davis raconte qu'elle était particulièrement séduite par la générosité de Marcuse à l'égard de la praxis radicale, notant qu'il parlait, par exemple, avec insistance, elle écrit, des hippies, identifiant les formations les plus radicales d'entre eux, les diggers et les provos, comme unissant la rébellion sexuelle, morale et politique, comme encourageant de nouvelles sensibilités, comme présentant une forme de vie non agressive, une démonstration d'une non-agressivité agressive qui atteint au moins potentiellement la démonstration de valeurs qualitativement différentes, une transvaluation des valeurs. Là, c'est en fait c'est Angela Davis qui raconte ce que Marcuse disait, n'est-ce pas? Pour lui, les mouvements d'étudiants, les mouvements les plus radicaux et les hippies représentaient quelque chose à respecter, à penser à travers cette catégorie de la transvaluation des valeurs. Et donc, c'était vraiment, pour Angela Davis, marqué, c'était cette différence d'appréciation de comment faire de la philosophie critique dans un contexte radical. Au sujet de Adorno et de Marcuse, elle écrit, et ça c'est dans son entretien avec Haggard and Tran, que j'ai mis en ligne pour vous. Elle écrit, j'ai beaucoup apprécié l'analyse d'Adorno. J'ai adoré ses conférences, j'ai lu ses œuvres avec voracité et j'ai discuté de son travail avec mes amis étudiants en Allemagne. D'un autre côté, nous étions très nombreux à le critiquer pour son incapacité à reconnaître qu'il était possible à ce moment-là de combler le fossé entre la théorie et la pratique. C'est ce que faisait Marcuse. Il faisait de la philosophie et travaillait dans le domaine des idées, mais participait également aux mouvements radicaux de l'époque. Il prenait la parole lors de rassemblements, conseillait les activistes et se livrait à des réflexions sur l'activisme dans ses écrits de l'époque. En revanche, la position d'Adorno était fondamentalement que la révolution que nous voulions aurait dû déjà se produire. Or, elle ne s'est pas produite en raison de défauts majeurs dans la théorie. Il pensait que notre rôle à l'époque était de nous plonger profondément dans la théorie, ça c'est Adorno, afin de générer un cadre théorique capable de produire un activisme révolutionnaire réussi. Donc voilà la différence. Voilà, la différence, c'était Adorno, il fallait se plonger simplement dans la théorie. Marcuse, par contre, essayait de penser la relation entre théorie et praxis. Elle continue au sujet d'Adorno. Nous étions nombreux à penser que cette position ne reflétait pas l'approche dialectique sur laquelle il avait toujours insisté. Il considérait son travail comme dialectique. Comment peut-on ainsi dissocier les théories et la pratique, les idées et l'activisme? À Francfort, nous avions eu de nombreuses conversations sur la valeur du travail d'Adorno qui nous ont également aidé à développer une critique immanente de sa position par rapport à l'activisme. Bon, alors, bien sûr, vous voyez bien, et là je suis en train d'introduire le séminaire d'aujourd'hui, vous voyez l'importance pour Angela Davis, non seulement de théoriser, mais et d'agir, mais de théoriser la relation entre la philosophie et la pratique. Et tout cela soulève une question un peu fondamentale pour nous tous, en particulier pour nous tous, philosophes, théoriciens, critiques. Pourquoi n'apprenons-nous pas à nous comment militer?
dans le cadre de nos formations en théorie critique. Pourquoi est-ce que la, la théorie de la militance, la pratique de la militance, la pratique de political organizing, ne fait-elle pas partie intégrante de notre formation en théorie critique? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être que c'est différent pour vous, la jeune génération, je ne sais pas. Euh, peut-être que ça fait partie de vos études à l'EHESS, d'apprendre à militer, à travailler en collectivité. Mais moi, je sais que pour moi, dans le cadre de ma formation, il n'y a jamais eu de tentative de me former ou de former d'autres personnes à la mobilisation politique. Jamais, jamais, et bien sûr, il y a quelques décennies de ça, mais jamais dans mon programme doctoral, est-ce qu'on avait même pensé à un cours dans le cursus qui aurait à faire avec comment faire de la militance. Au plus, il y avait quelques cours historiques sur les mouvements sociaux. Mais je veux dire, c'était de l'historique. Jamais de la vie est-ce qu'on aurait pensé à ce qu'il y ait dans le cursus quelque chose qui pourrait nous introduire à la militance. Alors, honnêtement, je crois que la raison, c'est que pour beaucoup de ceux qui sont attirés par la philosophie critique, par Hegel et Marx, par l'école de Francfort, par Foucault, nous sommes attirés plus par la théorie et la philosophie que par la pratique et l'activisme. Et généralement, il existe un certain dédain mutuel. D'une part, les philosophes pensent que l'action est plate ou banale ou inintéressante. D'autre part, les activistes pensent souvent que la philosophie ou la théorie critique sont élitistes et pas nécessaires. Bon, il y a donc certainement des formes d'anti-intellectualisme dans les cercles militants et des formes de snobisme dans les cercles intellectuels. Mais je pense qu'une théorie, une nouvelle théorie critique de la praxis philosophique immersive doit vraiment dépasser ce dédain mutuel. Elle doit reposer plutôt sur le respect mutuel de la critique et de la praxis. Et, euh, et j'admets que dans mon propre travail, je n'ai pas suffisamment ou très peu, pas assez théorisé le côté de pratique du militantisme. Euh, je dirais que dans mon propre parcours, je suis passé plutôt de la question de la crise à la question de la critique. Donc, dans un premier temps, je suis passé vraiment des diagnostics des crises dans lesquelles nous vivons, comme la société d'exposition dans le contexte numérique, ou bien la contre-révolution dans le contexte politique après le 11 septembre. Donc j'ai passé de ce travail diagnostique des crises à un travail plus constructif de critique ou de pensée philosophique, donc qu'on pourrait retrouver dans la première partie du livre Critique and Praxis, qui développe une théorie critique radicale des illusions. Et puis ensuite, je dirais que mon travail a également gravité de la critique vers un travail plus constructif d'élaboration de la praxis, et ça c'est reflété peut-être dans la transition du livre Critique and Praxis au livre Coopération. Et bien que j'affirme et que je démontre dans le livre Cooperation à quel point il est facile et simple de former une coopérative, etc., il y a très peu de développement des compétences organisationnelles, de militance, etc., qui
pourrait vraiment aider à créer un monde du coopérisme. C'est vraiment une absence flagrante, je dois l'admettre. Et c'est ça précisément l'absence qu'une nouvelle philosophie critique devrait combler. Angela Davis nous montre comment le faire. Elle nous montre l'importance de la mobilisation en tant qu'élément central de la pensée critique. Et donc, dans cette quatrième et dernière partie de l'introduction à ce séminaire, j'aimerais me tourner vers Angela Davis et ses expériences de militance comme dernier élément à apporter à une praxis philosophique immersive. Alors, je vous ai envoyé le plan. J'avais promis de vous parler du matérialisme de Foucault et de son orientation vers l'expérience. Je vais donc faire ça d'abord, mais très rapidement. Peut-être qu'on y reviendra à un autre moment, mais je voulais simplement, parce que ça fait déjà quelques séminaires que je vous promets d'en parler. Donc, je vais en parler très rapidement, pas plus de 10 minutes chaque. Peut-être qu'on pourra revenir plus tard, mais je vais poser ces deux bases aussi, et puis ensuite me consacrer dans ce séminaire à Angela Davis. Alors, donc, et je vous ai tous envoyé le plan par email, si vous l'avez. Alors, matérialisme, marxisme, le marxisme du jeune Foucault. Alors, vous avez bien vu la semaine dernière, non, mardi dernier, son matérialisme, je dirais, son matérialisme plus mûr des années 1970, quand il est en train de développer une économie politique du corps, n'est-ce pas? Cette question du corps étant tellement matérielle et importante pour tout le déroulement de sa théorisation du pouvoir disciplinaire. Mais bien avant ça, au tout début, il y avait aussi un autre matérialisme qui était beaucoup plus marxiste, contre lequel il se rébelle. C'était un matérialisme associé à tout son travail et sa pratique de psychiatrie. Et au début, il essayait de marier son travail en psychiatrie avec un marxisme. Alors, comme vous savez, il est formé en psychologie, Foucault, en philosophie, mais aussi en psychologie. Psychologie qui faisait partie donc de la discipline de la philosophie à l'époque. Merleau-Ponty, il enseignait des cours en psychologie, c'était un grand philosophe. Eh bien, à cette époque-là, Foucault lui-même se spécialise en psychologie. Après avoir obtenu une licence de philosophie en 1948, comme vous savez, il poursuit une autre licence de psychologie en 1949 à la Sorbonne et il obtient l'agrégation en philosophie en 1951, mais ensuite il se spécialise en psychologie. Il obtient un diplôme de psychopathologie à l'Institut de psychologie de Paris en juin 1952, puis un diplôme de psychologie expérimentale en juin 1953, également à l'Institut de psychologie de Paris. Pendant ce temps, il travaille dans un laboratoire psychiatrique, d'un hôpital psychiatrique. Il travaille dans le laboratoire du docteur Georges Verdeau et de Jacqueline Verdeau. Il fait des recherches lui-même en électroencéphalographie, c'est-à-dire qu'il surveille l'activité cérébrale dans ses labos. Il travaille ensuite pour le professeur Jean Delay, chef de service à l'hôpital de Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique à Paris. Il travaille également avec Jacqueline Verdeau au laboratoire d'électroencéphalographie de la prison de Fresnes, au sud de Paris. Donc, il est vraiment dans ce contexte et il pense avoir une carrière en psychanalyse, psychiatrie, etc. Enfin, il ne fait pas de médecine, mais c'est là où il veut se lancer. Et c'est au début donc des années 1950 qu'il est en train d'essayer de travailler. Il expérimente avec Marx. Il adhère au Parti communiste français en 1950. Selon Daniel Defer, il est mobilisé par la guerre d'Indochine pour joindre les communistes. Et pendant cette période, il s'efforce d'être vraiment marxiste.
son ami Maurice Pinguet, qui écrit un très beau récit ça s'appelle Les années d'apprentissage, se rappelle, en 1953, Pinguet écrit: Foucault s'efforçait encore d'engager sa pensée dans le marxisme-léninisme de bonne obédience et tentait dans son premier ouvrage d'appliquer les théories de Pavlov aux problèmes de la psychopathologie. Alors donc, c'est pendant cette période qu'il écrit en fait son premier livre. C'est un livre dont on ne parle jamais. C'est un livre qu'il a répudié. Mais ça s'appelle Maladie mentale et personnalité. C'est publié en 1954. C'est un petit manuel destiné aux étudiants de psychologie, apparemment Maladie mentale et personnalité, 1954. Ça deviendra Maladie mentale et psychologie en 62. Il y aura une deuxième édition. La première édition est méconnue, pas connue, commandée par Althusser, par Louis Althusser. Et les deux derniers chapitres de ce premier livre, qu'il n'ait jamais publié, font le rapport entre aliénation mentale et aliénation sociale. Et ils sont foncièrement marxistes, à tel point que en 1959, quand il y a la première recension vraiment engagée du travail de Foucault, le philosophe Robert Mizrahi se réfère à Foucault comme un philosophe marxiste. Okay. Alors, donc ce livre, Maladie mentale et personnalité, la thèse centrale du livre, qui émerge après une articulation historique du développement de la psychiatrie depuis le 19e siècle, les thèses peuvent être réduites à 3 points clés. Premièrement, que les états mentaux, les maladies, les pathologies ne sont reconnaissables en tant que tels que dans un contexte culturel et historique particulier. Deuxièmement, que le facteur principal de la maladie mentale remonte à un conflit dans les relations sociales et à un mécanisme de défense dans le fait de ces conflits. Et troisièmement, que les remèdes thérapeutiques doivent chercher à changer ces relations sociales plutôt qu'à conformer les gens à celles-ci. En bref, la folie, les maladies mentaux sont le produit d'un conflit social. Et comme il dit, le fondement véritable des régressions psychologiques est donc dans un conflit de structures sociales, marquées chacune d'un indice chronologique qui en dénonce les diverses origines historiques. Donc, le problème, en fin de compte, c'est la concurrence, il nous dit, et l'exploitation capitaliste. Il écrit: les rapports sociaux que détermine l'économie actuelle sous les formes de la concurrence, de l'exploitation, des guerres impérialistes et des luttes de classe offrent à l'homme une expérience de son milieu humain que hante sans cesse la contradiction. L'exploitation qui l'aliène en un objet économique l'attache aux autres, mais par des liens négatifs de la dépendance. Donc alors, vous comprenez bien, je veux dire, c'est Foucault qui écrit ça, quand même. C'est remarquable. En 1954. Les luttes des classes, l'exploitation. Donc, il est en train de chercher les origines réelles de la maladie mentale et il les trouve dans la notion d'aliénation. Pas le terme aliénation pour la folie, mais plutôt l'idée d'aliénation de soi qu'on connaît très bien chez le jeune Marx. Et c'est au chapitre 6, qu'il écrit qu'il y a maladie lorsque le conflit, au lieu d'amener une différenciation dans la réponse, provoque une réaction diffuse de défense. C'est-à-dire, en d'autres mots, que le malade est aliéné. Okay? Et le vrai problème est donc cette aliénation que les hommes ressentent dans la société bourgeoise,
il écrit, par exemple, il démontre que la société bourgeoise, c'est lui qui écrit là, par les conflits mêmes qui ont rendu possible sa maladie, n'est pas à la mesure de l'homme réel, qu'elle est abstraite par rapport à l'homme concret et à ses conditions d'existence, etc. La conséquence des conditions sociales dans lesquelles l'homme s'est historiquement aliéné, c'est ça la maladie. Et donc il est vraiment à la recherche d'un certain matérialisme ici. Il est à la recherche, comme il dit lui-même, d'une analyse réellement matérialiste. Il faut bien comprendre que du reste, c'est de là où il part, Foucault. Et si on met toujours de côté ce livre, mais si on ne comprend pas ce livre et si on ne comprend pas qu'il est à la recherche, il dit, d'une analyse réellement matérialiste, on ne comprendra rien de Foucault, du Foucault mûr, en fait. Euh, et bon, finalement, pour lui, à cette époque, les solutions thérapeutiques doivent être différentes. Pas de choc électrique, pas de lobotomie, pas de psychanalyse, mais plutôt des méthodes qui modifient réellement la relation de la personne avec son contexte social. Hein, la solution n'est pas de changer la personne, mais de changer le contexte social. Euh, il écrit, à ces sortes de psychothérapie, il faut préférer les thérapeutiques qui offrent aux malades des moyens concrets de dépasser sa situation de conflit, de modifier son milieu ou de répondre d'une manière différenciée, c'est-à-dire adaptée aux contradictions de ses conditions d'existence. Il n'y a pas de guérison possible quand on irréalise les rapports de l'individu et de son milieu. Il n'y a en fait que deux guérissons, que celles qui réalisent des rapports nouveaux avec le milieu. Ok. Bon. Donc on le voit très jeune en train d'essayer de travailler dans un domaine de la psychiatrie très réel, dans des conditions réelles pour trouver un matérialisme qu'il retrouve chez Marx. Bon, Foucault, plus tard, va répudier ce livre et le marxisme. Il a tenté d'empêcher sa réédition, mais il n'y a pas parvenu. Et donc, il a révisé l'ouvrage pour éliminer les deux derniers chapitres qui étaient vraiment foncièrement marxistes et les remplacer vraiment avec un résumé de Folie et des raisons. Et donc, la deuxième édition sort en 1962. Bon, alors on voit très bien d'où il part. Alors, la deuxième étape, c'est donc Foucault et l'expérience, l'analyse existentielle. Parce que ce qui se passe, c'est que il commence avec cette question d'aliénation, de marxisme, de matérialisme, et ensuite il se déplace à travers la phénoménologie vers l'analyse existentielle de Ludwig Binswanger et qui devient pour lui une philosophie de l'expérience. Et c'est ça très rapidement en deuxième partie. Donc, il se tourne du matérialisme vers l'expérience. Okay. Alors, d'autres jeunes philosophes à l'époque, très prometteurs de son entourage, faisaient quelque chose de très différent. Par exemple, Tran Duc Tao, qui était un grand philosophe de son âge à l'époque aussi, à l'ENS, Jean Toussaint de Santi, eux, ils essayaient de développer un courant de husserlo-marxisme, utilisant Marx pour résoudre les problèmes soulevés par la phénoménologie. Par contre, Foucault, il se tourne plutôt vers Binswanger, Husserl et les méthodes phénoménologiques pour résoudre les problèmes soulevés par le marxisme et pour explorer d'autres bases pour une approche matérialiste qui pourrait aider à changer la société plutôt que de simplement s'intéresser aux significations cachées. Alors, au printemps 53, il donne un cours magistral sur Ludwig Binswanger et l'analyse existentielle. C'est à Lille, à l'université de Lille. Il est jeune assistant
dans la faculté de psychologie, en psychologie, dans la faculté à Lille. Il dirige l'Institut de psychologie de Lille. Il est aussi chargé de cours de psychologie à l'École normale supérieure, comme Cayman. Et c'est à cette époque-là qu'il se tourne vers Binswanger. Alors, Binswanger, c'était un psychiatre suisse à l'époque qui essayait d'utiliser, à partir un peu de la pensée de Freud et de la phénoménologie, donc il utilisait les travaux de Husserl et de Heidegger, il essaye de développer quelque chose qu'il appelait l'analyse existentielle, la psychiatrie existentielle. C'était un développement assez bien connu à l'époque. Sartre en écrivait sur la psychiatrie existentielle. Lui aussi, du reste, il essayait de travailler dans ce domaine avec son livre sur l'imaginaire, etc. Donc, il y avait du monde qui travaillait sur sur, 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 ce qui s'appelait dans le monde francophone Dasein-Analyse. Hein, et on ressent bien sûr la phénoménologie de Heidegger qui paraît, c'est vraiment un mélange, c'était un effort d'amener la psychanalyse en relation avec Heidegger et ça s'appelait Dasein-Analyse. Alors, Foucault, d'abord, il participe à la traduction d'un recueil de Binswanger qui s'appelle Rêve et existence. Il fait plusieurs voyages en Suisse. C'est Jacqueline Verdeau qui traduit ça, mais il assiste à la traduction et ensuite il écrit une introduction à ce livre. C'est un livre que Binswanger avait publié en 1930, Traum und Existenz, Rêve et existence. Il rédige une introduction qui est 2 fois plus longue et 2 fois plus volumineuse que le livre lui-même de Binswanger, et il le fait publier. Il est bien reçu par Verdeau, il envoie le texte à Binswanger, qu'il aime aussi, et il publie ça. Et dans cette introduction, donc, Foucault essaie de démontrer à ses lecteurs français qui n'avaient pas encore vraiment été initiés à la psychiatrie existentielle de Binswanger, comment cette analyse existentielle pouvait représenter un progrès par rapport à la psychanalyse et par rapport à la phénoménologie. Il faut bien comprendre que Foucault avait un grand respect pour la psychanalyse à cette époque, et du reste, toujours, il revient toujours à la psychanalyse, en particulier parce que Freud avait transformer la manière de penser à la déviance et aux questions de, par exemple, l'homosexualité, donc qui, n'avait, qui était à l'époque perçu par les autres comme des maladies, mais Freud, bien sûr, en a fait quelque chose de très différent. Mais tout de même, l'idée, c'est un travail qu'il fait, c'est toujours un pas en arrière pour faire une critique de la psychanalyse et ensuite 2 pas en avant pour ajouter la phénoménologie et aller vers Binswanger. Il le fait dans cette introduction. Et ce qu'il essaye de démontrer dans cette introduction, c'est que la psychanalyse permettait de commencer à mieux comprendre l'être, mais n'arrivait pas, elle avait des faiblesses, elle n'arrivait pas, il dit, à faire parler les images. Donc il fallait un rapprochement, un dépassement de la psychanalyse et aussi de la phénoménologie pour faire avancer la compréhension. Il dit que la phénoménologie, il écrit, a bien éclairé le fondement expressif de nos significations, mais la nécessité de justifier la compréhension implique une réintégration du moment de l'indication objective sur laquelle l'analyse freudienne s'était attardée. Donc, l'analyse existentielle, pour Foucault, offrait une méthode d'analyse qui révélait quelque chose de plus profond sur notre être. Encore une fois, il est en train de chercher
quelque chose de plus réel en ce qui concerne notre subjectivité. Et il semble le trouver chez Binswanger. Alors, après avoir écrit cette introduction, au moment, il est en train d'écrire un autre texte qui s'appelle Binswanger et l'analyse existentielle. Ça, c'est le texte que je vous avais proposé de lire. Ça vient de paraître il y a il y a 2 ans, ça vient de paraître dans la série des cours et travaux avant le Collège de France, un manuscrit écrit en 1953, très rapidement. Ça offre vraiment un développement plus étendu et une critique aussi de l'analyse existentielle qui met en évidence la place de l'expérience pour saisir la réalité, pour fonder un matérialisme plus réaliste, pour ancrer sa méthode philosophique. Euh, euh, et donc, pour se défaire de l'herméneutique du soupçon de Freud et du reste de Marx aussi, Foucault se tourne vers une analyse phénoménologique qui privilégie l'expérience complète de la personne et construit une relation thérapeutique sur cette base, sur la base de la prise en compte des expériences du patient. L'approche phénoménologique, contrairement à la psychanalyse, prend au sérieux la conduite et l'expression de la personne, au lieu de regarder au-dessus pour y trouver au-dessous pour y trouver l'inconscient ou la pulsion cachée. La tâche centrale est de prendre au sérieux le monde dans lequel vit le patient, non pas comme un monde détérioré par rapport à un monde réel, mais comme le monde réel lui-même. Il ne s'agit pas de juger l'expérience du sujet, mais d'essayer de la comprendre pleinement. Et c'est ce que Foucault appelle le point capital, le point le plus important. Il faut comprendre le monde de la personne dans ses termes, dans son temps, dans son espace, dans son milieu humain. Il faut essayer de comprendre le monde à travers l'expérience de la personne et non à travers sa prétendue maladie. Et donc ça, c'est vraiment la primauté de l'expérience chez Foucault à cette époque-là. Je dirais qu'il élabore vraiment une théorie de l'expérience de la personne souffrant d'une maladie mentale. Et c'est ce qui va influencer ses travaux. C'est aussi euh, ce qui va l'aider à comprendre son propre travail à lui, ses propres livres. C'est à travers cette méthode expérimentale et expérientielle que Foucault va expliquer ses propres livres à lui, euh, qui, euh, qui nous changent, qui changent notre expérience du monde. Euh, et qui nous transforme et qui transforme sa propre subjectivité. Vous savez, je veux dire, il parlait beaucoup de la désubjectivation. Euh, Ça se fait à travers l'écriture, pour lui, de livres où il apprend de nouvelles choses et se désubjective lui-même. Euh, bon, alors voilà, je voulais simplement mettre ces deux pièces en avant pour compléter notre considération des différentes dimensions d'une nouvelle théorie critique pour le XXIe siècle. Euh, C'était bien important qu'il y ait ce départ du matérialisme chez Foucault et qu'il y ait cette primauté de l'expérience, parce qu'ils font partie de ce qui va se développer avec, bien sûr, avec l'histoire de la folie, avec Surveiller et punir, qui sont des examinations, des expériences et du discours de l'expérience de la folie, du discours de l'expérience de l'incarcération, de la prison, et qui donneront toute cette matérialité au travail sur le corps. Bon, alors on va passer maintenant à Angela Davis. Oui, Zeno. Est-ce que dans Maladie mentale et personnalité ou dans d'autres écrits de
c'est aussi à ce moment qu'il traduit Oui, l'anthropologie. oui. Alors, Et après, évidemment, il y a le transcendantal historique dans les années 70-80 qui devient important. Et en même temps, il y a déjà une approche historique de la maladie mentale dans ce oui, que tu oui, viens de dire. oui. Est-ce qu'il y a du coup là-dedans déjà un message par rapport à Immanuel Kant ou est-ce que ce sont deux champs séparés? Ouais. Il est toujours en train de travailler Kant. L'introduction à l'anthropologie, ça viendra après l'histoire de la folie, donc en 61 comme thèse complémentaire. Euh, et je dirais que, et bien sûr, tout ce travail sur l'a priori historique qui va se développer dans la période de l'archéologie sera influencé par Kant. Euh, je vois moins d'intersections ici, mais c'est clair que Kant est toujours à l'arrière-plan et il viendra pendant des moments importants être un des penseurs avec qui Foucault pense le plus. Ouais. Bien, bien. Alors, passons maintenant à Angela Davis et en premier temps à son éducation politique, son développement politique. Euh, Alors, Angela Davis est initiée à la pensée socialiste, ou du moins commence à prendre connaissance et à lire lorsqu'elle est en cours d'histoire au lycée. Dans son cas, c'était les Elizabeth Irwin High School à New York. Elle s'était déplacée elle est née et élevée en Alabama, en Birmingham, mais elle se déplace pour son lycée à New York. Ses parents, eux, ils étaient communistes, et donc elle est née, elle était élevée dans un milieu communiste avec beaucoup d'amis et de ses parents qui eux-mêmes étaient communistes, mais elle est initiée à la pensée socialiste quand elle est au lycée. Elle commence à s'y intéresser et elle dit un monde entièrement nouveau s'est ouvert devant mes yeux. Euh, et à cette époque-là, au lycée, elle s'intéressait particulièrement aux socialistes utopistes, Robert Owen et d'autres. Et du reste, elle écrit dans son autobiographie un passage très intéressant. Elle dit: je ne comprenais pas encore le socialisme scientifique, elle dit, et elle met le mot scientifique en italique. Alors ça, c'est 1974, une période où elle est beaucoup plus influencée, quand elle écrit ça, par le marxisme scientifique du Capital, d'Althusser, peut-être, mais certainement de la pensée marxiste. À l'époque, elle dit: je ne comprenais pas encore les sciences sociales. Elle poursuit de la manière suivante: mais j'essayais de comprendre les expériences socialistes utopiques dont nous parlions dans nos cours d'histoire. Bon. Alors, donc, différence entre le socialisme utopique et le socialisme scientifique, économique du capital. Il convient de noter que dans une rétrospective en 2004, euh, euh, je crois elle, elle historicise ce contexte de marxisme, de communisme, enfin de socialisme scientifique quand elle parle de Marcuse, euh, où euh, elle reconnaît très bien que Marcuse lui-même contestait ce qu'elle appelle l'équation orthodoxe des notions marxistes du socialisme avec le socialisme scientifique par rapport à un socialisme utopique à la Fourier. Donc, plus tard, elle reconnaîtra ou elle se doutera de ces différences, mais en 74, elle est en train de parler du socialisme scientifique et c'est bien qu'elle ne l'avait pas encore abordé. Euh, mais pourtant, c'était plutôt les utopistes et aussi le manifeste communiste qui l'avait frappé. Elle dit: le manifeste communiste m'a frappé comme un éclair.
Elle y trouvait des réponses, elle lit et relit, inspirée par l'idée d'une révolution communiste. Et donc, c'est comme ça qu'elle commence à avoir des idées sur l'abolition particulièrement du capitalisme. Ce sera plus tard qu'elle parlera de l'abolition de la prison. Euh, euh, En même temps, quand elle arrive à Brandeis, elle est très influencée par la pensée existentialiste, par Camus et par Sartre. Elle était particulièrement intéressée par les intellectuels français en raison de leur engagement politique. Et du reste, elle se lance dans des études en français, en littérature française, quand elle est à Brandeis en tant que en licence. Et c'est à cette époque-là, après sa troisième année, vous savez, les licences aux États-Unis, ça prend 4 ans. Après sa troisième année, pendant l'été, elle va passer quelques semaines à l'université de Francfort. Elle avait entendu Herbert Marcuse à Brandeis. Elle n'avait pas encore étudié avec lui ou commencé ses études. Elle passe plusieurs semaines à Francfort. Elle assiste aux conférences d'Adorno. Elle fait la rencontre des étudiants. Ça, c'est l'été 1963. Et et c'est là où elle commence à penser que elle doit faire de la philosophie. C'est au cours de sa dernière année à Brandeis qu'elle contacte Marcuse, lui disant qu'elle serait intéressée par la philosophie, mais qu'elle n'avait pas les bases. Et Marcuse commence à lui donner des cours un peu individuels chaque semaine. Elle écrit j'ai dit à Marcuse que j'étais intéressé par la philosophie, mais que je n'avais pas de base, car je n'avais jamais suivi de cours d'introduction à l'histoire de la philosophie. Et là, sur le champ, je me trouvais à ses heures du bureau, office hours, au début du premier semestre de ma dernière année. Marcuse m'a dit, eh bien, étudions la philosophie. Et pendant tout ce semestre, je l'ai rencontré chaque semaine pour discuter des textes des présocratiques, de Platon, d'Aristote, de Schopenhauer, de Locke et d'autres. Il m'a ensuite annoncé que je devrais suivre son séminaire de troisième cycle sur la critique de la raison pure de Kant, qui était assez effrayant, car je venais à peine de commencer à étudier la philosophie. Comment pourrais-je participer? Mais j'ai surmonté ma peur, j'ai suivi le séminaire et Marcuse m'a demandé d'en présenter le premier exposé. Alors, c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans la philosophie. Elle a aussi demandé cette année-là pour une bourse pour aller à Francfort après sa licence. Et c'était Marcuse qui lui avait confirmé que c'était là où elle devait aller pour étudier Kant, Hegel et Marx. Et elle part pour l'Allemagne l'année suivante. Alors, c'était une rude plongée pour elle, bien sûr. Euh, euh, Comme elle expliquait, j'arrive pas à comprendre un mot de ce que disait Adorno, mais heureusement, elle se consolait parce que les autres ne comprenaient pas non plus. Euh, il avait une manière de parler avec sa propre variété aphoristique d'allemand, elle nous dit. Ça, c'était l'automne en 64. Et puis, donc, c'est là où elle travaille avec Adorno, avec Habermas, avec Alfred Schmitt, avec Oscar Necht. Elle lit Kant, Hegel, Marx, etc. Et elle vit avec et elle devient militante avec les étudiants STS, la Ligue des étudiants socialistes allemands. Euh, euh, Elle participe à des actions, des manifestations, de l'action directe. Elle essaye de ne pas se faire arrêter parce qu'elle serait déportée immédiatement. Elle passe du temps aussi en Allemagne de l'Est avec des amis, enfin des amis de sa famille qui étaient communistes, avec des amis qui allaient en Allemagne de l'Est. Mais c'est à ce moment-là que sont en train de se développer, c'est pendant cette période que sont en train de se développer tous les mouvements en Europe qui vont mener à mai 68, bien sûr. À Berlin-Ouest, il y a
il y a un étudiant qui est pendant une manifestation, Benno Onesorge, qui est abattu par la police et ce genre de manifestation, mais en même temps, aux États-Unis, c'est vraiment là qu'il y a les grands bouleversements et le Black Panther, Black Power Movement qui se développe. Alors, c'est un temps aussi où il y a beaucoup de contradictions et de conflits qu'elle est en train d'essayer de négocier. Par exemple, dans le mouvement Black Power aux États-Unis, il y a un refus du marxisme. Euh, euh, Elle écrit j'ai été bouleversée de découvrir que parmi certains dirigeants afro-américains, il y avait une tendance à rejeter complètement le marxisme comme étant le truc des Blancs, a white man's thing. Une seconde, excusez-moi. Je vais juste vérifier parce qu'il y a ce procès en marche. OK, rien, c'est bon. Donc, elle pensait que le seul moyen d'aller de l'avant pour le mouvement de libération Black Power était de devenir un mouvement révolutionnaire plus large avec tous les travailleurs noirs et blancs. Donc, pour elle, il s'agissait d'un mouvement socialiste. Elle était opposée à la position nationaliste et exclusive des dirigeants afro-américains et donc à leur résistance au socialisme. Et donc, il y avait tout genre de confrontation avec lequel elle devait euh, 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 négocier. Aussi, alors, quand elle retourne aux États-Unis, on, on, on l'entend essayer de trouver euh, son, sa communauté militante euh, et, euh, et sa relation au Parti communiste, éventuellement, à travers, elle va joindre éventuellement le Parti communiste américain à travers un club, le Che Lumumba Club. Mais c'est tout un travail de d'organisation de sa propre organisation. Elle est entièrement engagée à essayer de créer des démonstrations, de regrouper des gens dans le SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee de Los Angeles, ensuite à travers d'autres organisations. Et, donc, le nombre de conflits qu'elle rencontre sont non seulement le conflit entre le Black Power Movement et le socialisme, mais aussi des conflits de genre et de misogynie dans les groupes auxquels elle participe. Elle participe dans un groupe qui s'appelle le Black Panther Political Party. Euh, et mais finalement, elle, elle fait face à la discrimination contre les femmes. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fois où elle est visée et il y a tout un discours que elle-même et les quelques autres femmes qui participent dans ces mouvements, qui font beaucoup de travail, sont en train de, selon les, ces, ses compatriotes mâles sont en train d'émasculer en fait les hommes et que leur rôle est plutôt de soutenir les hommes qui devraient être leaders plutôt que de prendre l'organisation en main elle-même. Donc, beaucoup de conflits à cette époque-là et beaucoup de travail et bien sûr beaucoup de militance et de militance je veux dire, de militance vraiment rude, quoi, je veux dire,
très engagée. On est en train de parler de mouvements qui sont armés, qui s'arment. Et du reste, c'est à cause de ça qu'elle va se faire mise en justice. Comme vous savez, c'est son arme, c'était son revolver qui avait été utilisé par Jonathan Jackson, le frère de George Jackson, lors d'un essai d'évasion et de kidnapping. Et elle va être accusée d'avoir donné des armes aux Black Panthers. Mais à travers tous ces engagements, il y a, c'est pas simplement des manifestations. Je veux dire, la police, la police de Los Angeles est en train de descendre des militants du Black Panther Party et elle-même, elle est engagée d'une manière où sa propre vie est en risque. Je veux dire, quand elle devient prof à l'université de Californie. Elle se fait virer parce que, bon, une fois qu'elle est membre du Parti communiste, elle se fait virer par le gouverneur californien, Ronald Reagan, qui deviendra plus tard président des États-Unis. Elle se fait reinstated. Elle conteste juridiquement tout ça et elle se fait reinstated, mais entre-temps, elle reçoit des death threats tout le temps. Elle a besoin d'avoir des bodyguards armés pour la protéger. Donc, c'est vraiment c'est un peu c'est de la militance comme comme on la connaît pas aujourd'hui, je pense. C'était vraiment de la militance euh, très très dangereuse. Enfin, c'était et on l'entend bien. Alors tout au long de son parcours, Angela Davis elle-même fait un travail absolument extraordinaire de mobilisation, de stratégie, tout en confrontant à la fois un sexisme terrible et une opposition au marxisme et au socialisme. La personne avec laquelle elle travaillait le plus étroitement à l'époque, Franklin Alexander, lui-même était membre du Parti communiste américain. Et c'est donc, et lui aussi, il participait au SNCC. Il se fait lui aussi virer parce qu'il était communiste. Et donc, c'est vraiment un contexte impressionnant de militance, mais de conflits et de contestation. Alors, c'est à cette époque-là qu'elle décide finalement, enfin, elle-même, des fois, elle critiquait un peu le Parti communiste de ne pas s'attarder suffisamment sur les questions de racisme, sur les questions de Black Power et sur les questions plus locaux et nationalistes. Donc elle-même, elle critiquait le Parti communiste pour étant trop internationaliste. Mais finalement, quand elle se fait virer du SNCC à Los Angeles à cause du fait qu'elle était trop proche de Franklin, qui lui était communiste. Elle ne l'était pas encore, mais qu'elle était trop proche. C'est là où elle commence à essayer de se poser des questions, de devoir étudier encore plus.
Elle écrit, à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'obtenir des informations dont j'avais besoin pour décider si je voulais devenir membre du Parti communiste. À ce stade de ma vie et de mon évolution politique, encore plus qu'à l'époque de San Diego, j'avais besoin de faire partie d'un parti révolutionnaire sérieux. Je voulais une ancre, une base, un amarrage. J'avais besoin de camarades avec lesquels je pouvais partager une idéologie commune. J'étais fatigué des groupes ad hoc, éphémères, qui s'effondraient à la moindre difficulté. Fatigué des hommes qui mesuraient leur hauteur sexuelle à l'aune de la génuflexion intellectuelle des femmes. Ce n'est pas que je n'avais pas peur, mais je savais que pour gagner, il fallait se battre et que le combat qui l'emporterait serait celui mené collectivement par les masses de notre peuple et les travailleurs en général. Je savais que ce combat devait être mené par un groupe, un parti plus permanent dans sa composition et sa structure et plus substantiel dans son idéologie. Les confrontations étaient des opportunités à saisir, les problèmes étaient des enchevêtrements à résoudre avec la bonne approche, les bonnes idées, et je devais savoir et respecter ce que je faisais. Jusqu'à présent, toutes nos actions semblaient se terminer finalement par une ellipse, 3 points d'irrésolution, d'incohérence et d'inefficacité. Pendant cette période déprimante, j'ai relu Qu'est-ce qu'il faut faire de Lénine, ce qui m'a aidé à clarifier ma propre position. J'ai relu Du Bois, en particulier les déclarations qu'il a faites au moment où il a décidé de joindre le Parti communiste. Et c'est là qu'elle se lance, elle rejoint donc un petit groupe, une cellule qui s'appelle le Che Lumumba Club. Et c'est là où elle devient ainsi elle paye, elle s'adhère au Parti communiste. Bon, ça c'est en juillet 1968 finalement. Et c'est précisément à ce moment-là en fait, qu'elle doit se retirer un peu pour préparer ses examens de doctorat. Elle étudie Spinoza, Kant, Hegel, elle passe ses examens avec brillance et c'est là où elle devient prof, mais aussi qu'elle va être approchée par le Black Panther Party pour essayer de mener du travail ensemble. Bon. Tout le texte lui-même représente ses efforts, son travail de militance, les échecs, les transformations et la manière dont finalement elle se retrouve finalement dans cette situation après février 1970, dans cette situation où éventuellement elle sera en liaison avec George Jackson, qui est incarcéré, qui publie son grand livre The Soledad Brothers, qui c'est sa correspondance à travers sa période et la manière dont il s'est lui-même politisé et devenu militant en prison. Et puis finalement, elle deviendra fugitive et bon, le reste, vous connaissez. Mais vraiment, ce texte est un manuel pour apprendre enfin, un historique pour elle de comment elle a appris à faire la militance. Et ce qu'il me semble, en fait, en pensant, en reflétant vraiment sur les générations de l'école de Francfort, on parle toujours des générations de l'école de Francfort. Vous savez, la première génération étant Adorno et Horkheimer, avec Marcuse, qu'on met vraiment dans cette première génération. Des fois, on pense à Marcuse à une seconde étape de cette première génération. La deuxième génération avec Jürgen Habermas, bien sûr. La troisième génération avec Axel Honneth, Sheila Ben Habib, Rainer Forst, et maintenant la quatrième génération qui émerge avec Rahel Yagi, avec Martin Zarr,
bon, on parle toujours de ces générations de l'école de Francfort, euh, mais ce que je dirais, ce qui serait intéressant, c'est de problématiser cette, cet aspect générationnel, conventionnel, et de penser plutôt à deux directions que l'école de Francfort euh, aurait prises. Et, ou bien simplement de penser différemment de la seconde génération. Parce que, en fait, euh, euh, il y a peut-être beaucoup plus de continuité dans le développement de l'école de Francfort entre euh, les jeunes Horkheimer et Adorno et Marcuse et la pensée de Angela Davis et l'activisme et la philosophie praxis immersive de Angela Davis et de quelqu'un comme Hans-Jürgen Kroll, qu'on avait étudié préalablement, qui, eux, ont vraiment pris ce côté de la critique et praxis, de la philosophie critique pratique, qui était dans les textes de Horkheimer et Adorno, qui était certainement intégral à la pensée de Marcuse, euh, et qui l'ont développé donc, qui ont développé donc l'école de Francfort dans une direction différente. Euh, et je pense que aujourd'hui, les générations successives traditionnelles, conventionnelles, particulièrement Jürgen Habermas, sont devenus beaucoup plus des penseurs, je dirais, du liberal political theory que critical political theory. Certainement aujourd'hui, avec les dernières œuvres et la pensée sur l'éthique du discours, je pense aussi. Euh, ces, ces, ces autres générations sont devenues de plus en plus penchant vers un certain libéralisme dans le sens liberal political theory. Et donc, plutôt que de penser à ces étapes générationnelles conventionnelles, euh, première génération, deuxième génération, Jürgen Habermas, troisième génération, Axel Honneth, moi, j'aimerais plutôt penser à l'école de Francfort comme première génération Horkheimer, Adorno et Marcuse, et deuxième génération Hans-Jürgen Kroll et Angela Davis, qui se connaissaient du reste à Francfort, qui pensaient ensemble, qui étaient dans les séminaires ensemble et qui ont essayé de pousser la pensée de Francfort vers la praxis, vers la militance, vers l'engagement. Et donc, je crois qu'on pourrait faire, et j'y tiens, un historique différent, une différente manière de penser à l'école de Francfort, et que la critique et la praxis d'Angela Davis, ainsi que de Hans-Jürgen Kroll et des étudiants du SDS, serait le vrai cheminement de l'école de Francfort. Bien. Alors, parlons de cheminement. Il faut donc qu'on passe de cette période plus socialiste révolutionnaire de Angela Davis au présent. Donc un présent qui est beaucoup plus marqué par son abolitionnisme, par ce qu'elle appelle abolition feminism. Mais pour y arriver, excusez-moi, pour y arriver, juste vérifier que tout doit se passer bien dans le procès à New York. OK, espérons. All right. Pour arriver au abolition feminism, je crois qu'il faut faire une petite étape par ce qu'on appelle abolition democracy d'abord.
Abolition Democracy, démocratie abolitionniste. C'est le terme de W.E.B. Du Bois dans son livre Black Reconstruction in America, un livre remarquable que je vous conseille de lire. Et c'est un terme qui, Abolition Democracy, est reprise par Angela Davis. Alors, de quoi il s'agit ici? C'est un terme qui est utilisé de manière différente dans le livre de W.E.B. Du Bois, et donc c'est assez compliqué des fois. C'est un terme qui est utilisé d'une manière historique, des fois c'est un terme qui est en fait utilisé d'une manière péjorative, mais en fait des fois c'est utilisé d'une manière utopiste. Euh, et c'est cette manière, disons, utopiste ou concrètement utopiste qui m'intéresse et qui nous intéresse et qui a intéressé Angela Davis. Alors, il faut comprendre le contexte historique. Le contexte historique de Du Bois, qui est écrit en 1935, son livre Black Reconstruction in America, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé après l'émancipation, après la guerre civile. Et ce qu'il essaie de démontrer dans ce livre, c'est qu'après une brève période de reconstruction qui s'appelait The Reconstruction aux États-Unis, 10 ans, de 1866 à 1877, ça c'était la période de Reconstruction aux États-Unis, une période où le gouvernement fédéral joue un rôle très important dans les États du Sud pour essayer de les transformer, pour éliminer pour éliminer l'esclavage et les résidus de l'esclavage et donc les forces armées du Nord sont dans le Sud pendant ces années-là en présence pour essayer de protéger pendant une période où il y a tout genre de réactionnisme et de contre-révolution absolument dévastatrice. Le Klan émerge et les forces conservatrices suprématistes blanches se reconstruisent brique par brique et ils reconstruisent un système social de hiérarchie raciale et d'oppression qui était pratiquement comparable à l'esclavage américain de la période antebellum. Alors, le principal dispositif qu'ils utilisent, ils l'utilisent pendant cette période, mais certainement après Reconstruction, ça éclate, c'est d'utiliser le droit pénal. Et en fait, de remplacer le droit de la propriété qui avait été utilisé pour l'esclavage, pour rendre des personnes comme propriété, et on commence à utiliser le droit pénal. Alors, il y a des nouveaux codes pénaux qui sont ressuscités à l'époque antebellum qui imposent aux Afro-Américains des devoirs onéreux et des peines sévères. Ça s'appelle the Black Codes dans les États du Sud, les codes noirs criminalisent les comportements ordinaires sous prétexte de vagabondage ou de troubles à l'ordre public, prévoit des peines encore plus sévères avec des conséquences désastreuses pour les droits civils et politiques. Une fois qu'on est condamné, on ne peut plus voter, on n'a plus les droits civils, etc. Et donc, c'est vraiment du ciblage du droit pénal pour contrôler les Afro-Américains qui viennent d'être libérés de l'esclavage. Un des moyens les plus pénibles, c'est ce qui s'appelle convict leasing. Je vous en ai déjà, j'ai déjà mentionné ça, je crois. Convict leasing, c'est la location des condamnés en prison. Donc, pour remplacer l'esclavage, ils condamnent beaucoup de personnes dans le pénal et ensuite les
les agriculteurs, les plantation owners, ils louent les personnes plutôt que de les avoir comme esclaves. Mais en fait, c'était la même chose. C'était la même chose. Donc, il y a tout ça. Bon. Donc, c'est W.E.B. Du Bois qui dit, franchement, il écrit, l'ensemble du système pénal en est venu à être utilisé comme une méthode pour maintenir les Afro-Américains au travail et les intimider. Par conséquent, la demande de prison et de pénitencier a commencé à dépasser la demande naturelle due à l'augmentation de la criminalité. Okay? Donc, il avait très bien compris qu'ils utilisaient le système pénal pour en tirer profit. Et l'idée, c'est que l'idée de abolition democracy chez W.E.B. Du Bois, c'était qu'il n'y a jamais eu, en fait, abolition. Il n'y a jamais eu abolition du système d'esclavage parce qu'il n'y a pas eu de transformation de la société. Et ce qu'il aurait dû y avoir, et ça c'est le côté utopique ou utopique concret de Abolition Democracy, il aurait dû y avoir une transformation de la démocratie pour que les Afro-Américains reçoivent une éducation publique, reçoivent un entraînement pour travailler et donc reçoivent toutes les institutions et les pratiques démocratiques qui auraient rendu possible l'émancipation. Et donc c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a jamais en fait eu d'émancipation, qu'il faudrait y avoir à cette époque, au début du XXe siècle encore, qu'il faudrait y avoir une abolition democracy, une démocratie abolitionniste qui était vraiment dédiée à l'émancipation des Afro-Américains pour qu'ils deviennent des membres égaux, des citoyens égaux des États-Unis. Bon, alors, bien sûr, c'était dans le contexte de l'esclavage et de l'émancipation. C'est Angela Davis qui a brillamment développé cette idée dans les années 1970, dans les années 1980, et finalement, c'est dans les années 1990 qu'émerge tout un discours à travers Angela Davis, aussi à travers le collectif Critical Resistance, qui est formé par beaucoup d'autres aussi, Rachel Herzing et d'autres, qu'il y a un discours abolitionniste et que Angela Davis elle-même reprend le langage de abolition democracy. OK? Et ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'il essaye de dire, c'est la chose suivante. Comme elle l'explique, elle a un recueil d'interviews, d'entretiens avec Eduardo Mendietto qui s'appelle Abolition Democracy. Et c'est dans cet entretien qu'elle explique. Elle dit, Du Bois soutenait que l'abolition de l'esclavage n'a été accomplie qu'au sens négatif du terme. Pour parvenir à l'abolition complète de l'esclavage, après que l'institution a été rendue illégale et que les Afro-Américains aient été libérés de leurs chaînes, de nouvelles institutions auraient dû être créées pour intégrer les Afro-Américains dans l'ordre social. C'est ça l'idée, c'était ça l'idée de W.E.B. Du Bois. L'esclavage ne pouvait pas être véritablement aboli tant que les personnes ne disposaient pas de moyens économiques nécessaires à leur subsistance. Ils devaient également avoir accès aux établissements d'enseignement et de revendiquer le droit de vote et d'autres droits politiques, un processus qui avait commencé mais qui est resté incomplet pendant la courte période de reconstruction radicale qui s'est achevée en 1877. Du Bois affirme donc qu'une multitude d'institutions démocratiques
sont nécessaires pour parvenir à l'abolition, c'est-à-dire à la démocratie abolitionniste. Alors, ça, c'était l'idée qu'elle reprend de Du Bois, mais ensuite qu'elle calque et qu'elle applique sur la situation de l'abolition des prisons. Okay? De la même manière, le projet de l'abolition des prisons ne peut pas simplement être un travail négatif, pas simplement un travail de déconstruction. Il faut que ça soit un projet constructif. Hein? Il faut bien comprendre cette relation. C'est la relation entre le négatif d'abolir l'esclavage, le positif de créer des institutions pour les personnes qui étaient esclaves, pour ensuite transformer le monde et l'économie politique. Et Angela Davis utilise cette même structure pour parler du fait que pour qu'il y ait abolition des prisons, de la police, de l'État répressif, on ne peut pas que faire le négatif, on ne peut pas que abolir les prisons. Il faut en même temps cette deuxième dimension qui est la dimension de créer des institutions, de travail, d'éducation, toutes les institutions qui sont nécessaires pour remplacer la prison, des institutions de soutien social, de santé mentale, de santé. Donc, il faut créer des institutions et pour pouvoir transformer la société. Pour Angela Davis, c'est une transformation vers un socialisme, bien sûr, mais on peut imaginer d'autres formes de transformation, peut-être vers du coopérisme ou d'autres choses. Mais c'est ces trois éléments qui sont absolument essentiels à abolition democracy, à l'abolition de la prison. Et donc, l'abolition doit être un projet constructif, non pas simplement l'élimination de la police et des prisons, mais plutôt la création d'institutions qui seraient pour une démocratie abolitionniste. Donc, sur la base de cette pensée, de l'utilisation de ce modèle de abolition democracy, que Angela Davis continue à travailler sur et militer sur les questions d'abolition et tourne son projet éventuellement vers ce qu'elle appelle abolition feminism, l'abolitionnisme féministe. Alors, le livre que je vous ai demandé de lire, de voir les entretiens avec les auteurs il y en a plein sur YouTube où ils expliquent le livre, s'appelle Abolition Feminism Now, vient d'être publié en 2022, écrit par une collective, Angela Davis, Gina Dent, Erica Miners et Beth Ritchie. Alors, ce qui est tellement intéressant avec ce livre, particulièrement pour nous, c'est la manière précisément dont c'est un ouvrage qui explore les efforts de mobilisation politique. Tout ce livre est une expression de comment se mobiliser, comment ils se sont mobilisés, comment développer une théorie du féminisme abolitionniste sur le travail de mobilisation. Alors, pour bien comprendre, sur le plan pratique, ce texte part de l'histoire du travail politique collaboratif que les auteurs avaient réalisé en 2001 et le livre retrace cet historique. C'est aussi un développement de ce travail. Alors, le travail qu'ils avaient fait collectif
en collectif, c'était de comprendre comment tisser ensemble les campagnes pour l'abolition, d'une part, du complexe, des prison industrial complex, des prisons, du complexe carcéro-industriel, d'une part, et ensuite, comment tisser ensemble ces campagnes pour l'abolition et d'autre part, les campagnes pour la protection des femmes, particulièrement les femmes de couleur, Afro-American et Latinx women, contre la violence conjugale, contre la violence domestique. Alors, en 2001, ils avaient formé un groupe qui s'appelait Insight, point d'exclamation, Insight Women of Color Against Violence, femmes de couleur contre la violence. Et ils avaient vraiment passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment mettre les deux mouvements en liaison. Parce qu'il faut comprendre que les deux mouvements ne travaillent souvent, sont en conflit. Pourquoi? Parce que du côté de la violence conjugale et du côté de la violence domestique, la réponse est souvent carcérale. Donc, il faut plus de procès, il faut plus de prisons pour les hommes abusifs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, d'habitude, il y a un certain, ce qu'ils appellent un certain carceral feminism qui se met en place dans le contexte des abus domestiques. Et donc, comment lier les mouvements contre l'abolition de la prison et du carcéral avec les mouvements pour la protection dans le contexte domestique? C'est ça vraiment qu'ils essayent c'est ce conflit qu'ils essayent de surmonter. Et ils l'ont surmonté avec une déclaration où ils essayent de dire qu'il faut travailler, il faut comprendre la relation entre la violence des partenaires intimes et la violence de l'État. Il faut abolir les deux. Et c'est ça qui est au fond de ce texte. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est là d'où part ce texte. C'est aussi tout un développement des efforts d'organisation. Et c'est pour cette raison que le livre traite tellement de différentes campagnes différentes dont ils ont participé. Comme ils décrivent à la page 10, le féminisme abolitionniste collectif, l'organisation, l'enseignement et l'apprentissage, c'est ça ce qui nous rassemble. Ils s'identifient eux-mêmes comme universitaires, comme chercheurs, comme éducatrices et comme militantes, organisatrices. Et c'est tous leurs différents organisations, travaillent sur les campagnes qu'ils développent dans ce livre. C'est pour ça qu'il y a tellement de posters, par exemple, d'images où ils démontrent comment ils essayent de représenter leur travail. Et c'est pour ça que c'est vraiment un manuel de mouvement et d'organisation. En même temps, ils nous disent c'est une généalogie critique. Ils utilisent ce terme, généalogie critique, un mot important pour nous. Généalogie, bien sûr, c'est en partie, c'est leur travail, c'est aussi le travail qu'on a fait mardi sur le pouvoir avec Foucault. C'est le Foucault des années 70. Généalogie critique, ils disent, c'est important parce que ce n'est pas n'importe quelle généalogie. Généalogies peuvent devenir plates peut-être, mais ici c'est une généalogie critique qui essaye de tracer le rôle des organisations féministes dans le mouvement abolitionniste aujourd'hui.
En d'autres mots, c'est très souvent le cas que les femmes disparaissent de l'histoire, particulièrement de l'histoire des Black Power, de Black Liberation, mais aussi de Abolition. Et ce qu'ils essayent de démontrer, c'est cette généalogie qui remonte à l'organisation féministe. Elles étudient en partie ce qu'elles appellent les histoires subjuguées de l'organisation, de la mobilisation, qui doivent informer et renforcer nos mobilisations actuelles. Donc, elle discute les pratiques de défense collective, de responsabilité communautaire, de la justice transformatrice. Vous connaissez peut-être la justice restorative justice. Ça a été un mouvement qui est venu un peu avant l'abolitionnisme. Restorative justice, la justice restaurative peut-être en France, où on essaye d'utiliser le pénal d'une manière différente. Transformative justice, par contre, est un effort abolitionniste de faire la restauration sans le pénal, de remplacer le pénal, d'essayer de trouver des manières de transformer le monde à travers les problématiques qui sont d'habitude traitées par le pénal. Bon. En français, on dit plutôt justice réparatrice. Réparatrice, ok. Justice réparatrice. Ok, ouais. Justice réparatrice, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis restorative justice, je crois. Mais là, ils sont en train de parler de justice transformatrice, transformative justice, qui est encore un autre élément dans cette constellation. Elles soutiennent que, et elles écrivent, le féminisme abolitionniste est une praxis, une pratique politiquement informée qui exige un mouvement intentionnel et des réponses perspicaces à la violence de l'opposition systématique. Alors, je vous ai mis un lien dans les ressources pour Cooperism 3.13. On vient d'étudier, c'était en octobre, je crois, peut-être en septembre, des efforts, des mouvements pour la défense collective et un mouvement aux États-Unis qui s'appelle Survived and Punished, qui était d'essayer de protéger les femmes victimes d'abus de leur mari ou des abus domestiques des méfaits du système pénal. Et on avait sur ce panel une femme remarquable, Tracy McCarter. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez voir, parce que vraiment, on voit ici un peu les efforts de défense collective, de faire du transformative justice. Elle, Tracy Carter, elle était infirmière à l'hôpital, du reste l'hôpital de Columbia University. Et elle s'était défendue contre son conjoint violent et abusif qui l'a attaqué et elle l'a tué. Et donc, elle avait été accusée, et puis finalement, il y a eu tout un mouvement qui s'appelle Stand by Tracy, hashtag Stand by Tracy, qui, en fin de compte, elle a été non inculpée, mais ça a pris beaucoup d'efforts, etc. Et c'est précisément le travail qui est reflété dans ces mouvements Survived and Punished dont il parle dans ce livre. Donc, si vous voulez voir ça un peu plus concrètement, je vous propose de regarder ce séminaire Cooperism 3.13. Alors, il y a bien 3 dimensions du féminisme abolitionniste. L'abolition, bien sûr, la première dimension, l'abolition met en lumière la résistance à la violence de l'État. La deuxième dimension, c'est le féminisme qui met en lumière la résistance à la violence interpersonnelle contre les femmes dans la vie quotidienne. Et la troisième dimension,
c'est des questions, c'est en fait la troisième dimension, et ça revient à nos études de l'idéologie, c'est l'histoire de l'idéologie qui souligne les formes uniques de la violence de l'État contre les femmes de couleur. Et ce travail-là est particulièrement développé dans un livre de Sarah Haley, qui est une historienne du reste à Columbia, qui s'appelle No Mercy Here. Bon, alors sur notre plan, que je revienne un peu à notre plan, il y a un élément de généalogie critique dont j'ai déjà parlé. C'est ce qu'ils essayent de faire dans ce livre, c'est de démontrer une généalogie critique qui remonte au mouvements féministes qui sont particulièrement importants dans l'abolitionnisme aujourd'hui. Je dirais que quand ils utilisent le terme généalogie critique, c'est pour souligner qu'il s'agit d'une généalogie de la praxis, du travail du mouvement, de l'action qui vise à nourrir la praxis. Leur travail de généalogie critique vise à mettre en lumière une histoire des origines différentes pour les mouvements d'aujourd'hui, pour éviter l'effacement de l'activisme féministe abolitionniste. Bon, j'avais aussi proposé de parler de la philosophie de l'histoire d'Angela Davis. Là, je vais très rapidement suggérer que c'est capté un peu par ce petit passage dans ses entretiens Abolition Democracy, où elle dit « Ce que nous parvenons à faire à chaque fois que nous remportons une victoire, ce n'est pas tant d'assurer le changement une fois pour toutes, mais plutôt de créer de nouveaux terrains de lutte. » Et je pense que cette idée est particulièrement importante et représente une philosophie de l'histoire différente. Ce n'est pas pour créer quelque chose de permanent, ce n'est pas pour arriver à un stade, un plateau, à un changement social pleinement réussi, mais plutôt de comprendre qu'à chaque étape et à chaque réussite, il va falloir se reposer des questions et se battre encore de nouveau. Cette conception de l'histoire que j'attribuerais à cette idée de démocratie abolitionniste, elle évite d'une part l'excès de confiance en une fin de l'histoire, donc elle ne tombe pas dans l'eschatologie, mais elle évite d'autre part les paris sur l'avenir. Donc, elle me semble avancer toute une manière différente de penser l'histoire. Bien. Peut-être pour finir, au moins avec Angela Davis, il faut peut-être cette dernière citation. Quand on lui pose la question, comment continuer à militer, particulièrement dans des contextes qui semblent tellement difficiles, elle répond simplement, il faut agir comme s'il était possible de transformer radicalement le monde et vous devez le faire tout le temps. Je crois que ça exprime vraiment la militance et la praxis de Angela Davis. Bon, alors, concluons ce séminaire et cette longue introduction à ce séminaire.
j'ai essayé de développer ce que j'ai appelé une praxis philosophique immersive, qui aurait cet aspect de l'immersion dans la pratique qu'on retrouve chez Simone Weil et Angela Davis, qui aurait en deuxième temps une primauté de l'expérience et une attention au pouvoir qu'on a retrouvé dans le Foucault de la semaine de mardi dernier, qui aurait un aspect de mobilisation, d'organisation, de stratégie politique, de political organizing, comme Angela Davis nous montre, qui utilise la conceptualisation critique dont nous avions parlé au début, le premier cours avec Theodore Adorno, qui se manifeste à travers nos discussions du concept d'idéologie, qui aurait cet aspect matérialiste que je trouve qu'on retrouve chez tous les auteurs que nous avons étudiés, avec finalement la boussole éthique d'Aristide de Sousa Mendes. Sur la question de conceptualisation critique, il y a un passage chez Angela Davis dans son entretien avec Haggard et Tran qui est particulièrement intéressant, je pense. Et elle dit, c'est l'une des choses que j'apprécie vraiment dans la théorie critique. Non seulement on utilise ces méthodes conceptuelles pour essayer de comprendre le monde, mais on doit aussi constamment remettre en question l'appareil conceptuel. Il faut se demander pourquoi est-ce que j'utilise cet outil, ce concept, cette théorie particulière, cette méthode. En quoi cela change-t-il le résultat de ce que j'essaye d'apprendre? Comment les changements dans le monde matériel ont-ils un aspect sur mon cadre théorique? Et je dirais que là, ça reprend beaucoup de nos thèmes et ça met le point sur cette question de l'appareil conceptuel. Dernier mot peut-être sur le concept d'idéologie en liaison avec le séminaire de Guillaume Rouleau. En utilisant ce concept, je pense qu'il est important de s'engager à la fois dans une histoire du concept de l'idéologie et dans une généalogie du concept de l'idéologie. Une histoire du concept d'idéologie analyse toutes les utilisations séquentielles du terme idéologie dans une perspective historique en termes de réception et de développement du concept. C'est ce que Guillaume Rouleau fait précisément avec l'histoire de la réception de la notion d'idéologie dans la philosophie française après 1945. Il étudie, il passe en revue les façons dont le terme idéologie est utilisé dans les différents ouvrages philosophiques des différents philosophes. Je pense qu'il existe également une histoire plus large de la manière dont le terme idéologie a été principalement utilisé au fil du temps et dont il se développe et change au fil du temps. Et à cet égard, j'ai même proposé une histoire générale en trois parties du terme d'idéologie, de trois mouvements. Le premier, comme j'avais proposé, dans les années 1920-1930, avec les écrits de la première génération de l'école de Francfort, Max Horkheimer en particulier, mais aussi Adorno, où la notion d'idéologie est associée à la question de la conscience de classe et à la question plus psychologique, la dimension psychologique, dans le sens où elle traite la manière dont les gens ordinaires sont peut-être détournés de leurs propres intérêts. À la suite, bien sûr, du non-achèvement de la Révolution. Dans un deuxième moment, au cours des années 50, peut-être le début des 60, une conception d'idéologie
qui gagne importance, qui est marqué par le marxisme scientifique, où on commence à penser à idéologie comme étant l'opposé de la science et de la vérité. Et donc, c'est ce qu'on a vu en partie en étudiant Canguilhem, qui bien sûr parle d'idéologie scientifique, mais à cette distinction, comprend bien que science est différente d'idéologie. Et puis, un troisième moment, après mai 68, où je dirais il y a eu une transformation qui a donné lieu au concept d'idéologie vers une dimension plus politico-psychologique. Et là, bien sûr, le travail d'Althusser, dont nous avons parlé, reflète cette différente manière de penser l'idéologie. Bon. Mais il y a aussi une autre manière d'approcher le concept qui est une généalogie de l'idéologie, qui n'étudie pas nécessairement les utilisations du terme, ou pas seulement, mais qui explore les origines et l'espace d'où proviennent les différentes utilisations particulières du concept d'idéologie, indépendamment du fait que ces origines antérieures utilisent ou non le terme idéologie. Ainsi, par exemple, une généalogie de la dimension de la science, de la vérité, de l'idée, de l'idéologie comme science, comme opposition à science, il faudrait là remonter peut-être à Platon et ses discussions sur les formes et sur les idéaux. Une généalogie de la dimension psychologique de l'idéologie, donc en termes de l'utilisation du terme idéologie pour identifier la manière dont les formations idéologiques peuvent façonner la subjectivité des gens, pourrait remonter à Antonio Gramsci et à son travail sur la pensée hégémonique. Enfin, une conception de l'idéologie qui la place dans une théorie des régimes de vérité, des épistèmes, des couches épistémologiques, comme le fait Michel Foucault, pourrait être généalogiquement retracée jusqu'à Frédéric Nietzsche. Qu'il ait utilisé ou non le mot idéologie, ce n'est pas l'important. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est regarder la manière généalogique dont la pensée de Nietzsche sur la vérité, sur l'invention de la vérité, sur les histoires de la vérité, produiront chez quelqu'un comme Foucault une conception de l'idéologie qui remplacera bien sûr par le savoir-pouvoir, mais une conception plus épistémologique dans ce sens. Donc, en ce qui concerne la manière dont nous travaillons sur les concepts dans une approche théorique critique, je pense qu'il est important de faire à la fois des histoires et des généalogies critiques. Et je pense qu'il est important de faire ce travail d'une manière non totalisante, de conceptualiser avec et à travers la théorie critique d'une manière qui ne construit pas des systèmes totalisants et qui opère plutôt à un niveau intermédiaire, comme l'a suggéré Théodore Adorno. Donc voilà, nous voilà donc avec une proposition d'une praxis philosophique immersive qui a ces 6 dimensions et que nous essaierons donc de continuer à étudier quand nous nous reverrons en mars et puis bien sûr beaucoup plus en mai. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des bonnes fêtes et un bel nouvel an. Et je crois que ça termine le séminaire. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci, oui, bon voyage. Merci, oui. Demain, je serai à New York. Au revoir à tous. Bonne fête, bon nouvel an. Et on se voit bientôt. Au revoir à tous.